cómo fabricar una ballesta casera. Essaye. Bueno. Bonjour, ça va? J'espère que vous êtes bien tous chez vous, que vous ne sortez pas et que voilà, vos familles sont aussi très bien. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui juste de voir ces petites vidéos, juste 20 minutes, pour commenter la présentation sur la Révolution russe. En 20 minutes, on va commenter les différents moments, les principaux acteurs qui ont joué un rôle important lors de la Révolution. Donc, le voici. Allez. Très bien, on commence avec la Révolution russe, d'accord? Elle commence, la Révolution, comme vous le savez, en 1917. Sauf qu'il y a eu d'abord une révolution en 1905. La révolution de 1905 va être protagonisée, va être un peu le précédent de la révolution de 1917, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après la défaite russe contre les Japonais en 1905, il y a le mouvement ouvrier qui va éclater, les paysans ils sont dans des conditions très dures. Il y a une sorte de manifestation qui va au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg pour montrer à l'empereur, au tsar, que les conditions de vie de la plupart de la population. Les paysans russes, pour l'instant, plutôt obéissants à la royauté, ne peuvent pas croire que les bons pères des Russes, les tsars, soient vraiment partisans de maintenir sa population dans telles circonstances. Et donc, ils marchent au palais d'hiver. Mais quelle réponse de la part des autorités? La répression, comme vous le voyez ici. Ce sont des soldats, d'accord, je les signale, ce sont des soldats qui attendent l'arrivée des ouvriers, et donc le résultat, ça va être un massacre. Et puis après, je voulais aussi vous montrer un autre personnage, lui c'est Alexander Ulyanov Lénine, le frère de Lénine, c'est lui qui était vraiment un militant des gauches à l'époque, et voilà, il a été puni et emprisonné par les autorités tsaristes, exécuté, et cela a beaucoup touché Lénine, qu'à partir de ce moment-là, il est devenu lui aussi un révolutionnaire. Donc vous voyez, d'un côté les conditions sociales, et puis après l'évolution de l'opposition au tsarisme, d'accord? La Russie de la Première Guerre mondiale était le seul État presque absolutiste. À l'époque, il était un État autoritaire, une monarchie autoritaire, pas démocratique. Mais à partir de 1905, un parlement va être convoqué. C'est pour cela d'ailleurs qu'à partir de 1906, il y a les votes féminins en Finlande, qui faisait partie aussi de l'Empire russe à l'époque. Hein. Mais après quelques mois, quelques temps, quelques années, les tsars, encore une fois, ne respectent pas la Douma, le Parlement russe, et donc les conditions pour une révolution sont encore présentes, c'est-à-dire les libéraux, partisans d'une monarchie constitutionnelle, pourraient éventuellement faire tomber, faire chuter la monarchie. En août 1914, d'accord, quand la Russie entre en guerre, il s'agit de la cinquième puissance mondiale. Les pays les plus larges au monde, l'empire territorial le plus important, d'accord, une population aussi hyper importante, mais un pays pas trop développé et il n'y a pas et pas trop industrialisé. Il y a beaucoup d'industries, oui, mais concentrées surtout dans des grandes villes, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, d'accord. Donc voilà, cela va nous permettre aussi de parler des possibilités de la révolution. Voilà, c'est un colosse au pied d'argile. Pourquoi? Parce que c'est un pays de 170 millions d'habitants, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils ne sont pas vraiment prêts pour la guerre. Il y a les koulaks. Les koulaks, ce sont les petits propriétaires des terres qui voudraient être partisans du tsar, mais qui finalement vont avoir des positions des fois révolutionnaires. Puis après, ils deviendront les ennemis des soviétiques. D'accord? Bon, on verra ça. Donc voilà, le reste, c'est maintenant un pays, une monarchie fragile. Hein? C'est ce que je vous avais commenté, d'accord? L'autocratie russe, d'accord? Avec un parlement, la Douma, qui n'est pas vraiment respecté. D'accord? Donc voilà. Texte, bon, vidéo, au revoir. La mutinerie de cuirassé Potemkin, d'accord? Très connu d'après le film de Eisenstein. Donc voilà, vous voyez ici un peu les chocs de la guerre.
la Russie entre en guerre le 30 juillet 1914 pour soutenir la Serbie qui était slave. Mais voilà, une fois que la révolution elle éclate, les partisans de la révolution ne veulent pas continuer l'effort de la guerre. On verra ça. Vous voyez ici dans ces photos-là qui montrent un peu les accords de Brest-Litovsk, accords entre Russes, Soviétiques, et bolcheviques et Allemands. Voilà, il y a les généraux allemands avec ces uniformes et les représentants de la Russie bolchevique qui n'ont pas, même pas un uniforme, même une manière pas humble de s'habiller des fois. Une révolution une autre, d'accord? Parce qu'il va y avoir des révolutions. Je vais vous parler maintenant de partis, de différents partis qui font partie de l'opposition au régime tsariste. Dans l'opposition au régime tsariste, il y a différents partis. Disons les centres-droites, d'accord? Il y a les KDT, les partis constitutionnalistes démocratiques. C'était un parti libéral qui voulait une révolution pour que la Russie soit une monarchie constitutionnelle. Puis après, il y a les CCRistes, socialistes révolutionnaires. Ce sont des socialistes, mais pas vraiment révolutionnaires. Ils sont pas vraiment des gauches, ils sont plutôt un parti comme le Parti radical en France, c'est-à-dire un parti des centres gauche, pas trop révolutionnaire, d'accord? Qui fait des fois un discours assez radical, mais qui n'est pas vraiment radical. Il s'agit plutôt d'un parti qui veut juste une démocratie libérale. Et puis après, il y a les partis socialistes de la Russie, social-démocrate russe. Lui aussi, ce parti-là, qui était vraiment important, surtout dans des grandes villes, surtout dans les couches prolétaires en Russie, était divisé en deux côtés. D'un côté, il avait la gauche du parti majoritaire à l'époque, c'est les partis bolcheviques, et puis après la partie minoritaire, un peu droite, plus conservateur ou moins révolutionnaire, du Parti social-démocrate russe, qui était les mencheviks. D'accord? D'ailleurs, bolchevique-menchevique, ça veut dire majoritaire-minoritaire. C'est donc les bolcheviks qui vont se séparer de l'appareil du parti, qui vont se séparer, d'accord? Qui vont vraiment faire évoluer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé en février 1917 dans une Russie sur les points de la défaite? Alors, vous voyez, en plus, c'est février 1917, mais en réalité, dans les calendriers occidentaux, c'est le 8 mars. Il faut penser que la Russie continuait toujours avec les calendriers juliens, pas avec les calendriers grégoriens dans le monde occidental. C'est pour cela qu'il y a ces différences de jours à l'époque. D'accord? Et donc, voilà. Une révolution a lieu. D'accord? C'est la révolution de février, parce que les soldats russes sont en train de quitter les fronts, les paysans sont au bout des souffles, ils ne peuvent plus continuer l'effort de guerre, ils doivent, voilà, ils veulent que les gouvernements ne continuent pas l'effort de guerre, surtout ils veulent un changement politique vraiment. Un gouvernement provisoire va y apparaître, formé par des bourgeois et des nobles, qui va être créé sous la présidence du prince Lvov pour poursuivre la guerre. Il se heurte par contre aux soviets révolutionnaires, les conseils des représentants, qui exigent le retour à la paix. D'accord? Le tsar lui-même, il va devoir abdiquer. C'est quoi les soviets? Et ici, moi, je m'arrête. Ici, vous voyez dans cette image-là, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, c'est les soviets. Soviétique, c'est un mot russe qui veut dire assemblée. Les soviets, c'était une sorte de pouvoir parallèle. C'était une sorte de réunion, d'assemblée qu'il y avait un peu partout dans toutes les villes en Russie. Il y avait un soviet à Moscou, il y avait un soviet à Saint-Pétersbourg, un autre à Vladivostok, même dans toutes les villes, les grandes villes de Russie, il y avait des soviets, des assemblées dans lesquelles qu'est-ce qu'on trouvait? Les soviets, c'était des assemblées. Assemblée des travailleurs, des salariés, des prolétaires, mais aussi des paysans, et aussi des intellectuels, et aussi des soldats, dans lesquels il y avait beaucoup de monde, et même des personnes qui appartenaient à différents partis. Il y avait là-dedans des mencheviks, des bolcheviks, des SRistes, du Parti socialiste révolutionnaire, et même des personnes qui n'appartenaient pas à un parti donné.
plus des soldats, plus des paysans, des travailleurs industriels. Donc c'était une sorte de pouvoir parallèle. Et donc, à partir de la révolution des février 1917, il y a comme deux pouvoirs qui sont en même temps mis en place. D'un côté, les gouvernements provisoires, et puis après, il y a un conseil des soviets, c'est-à-dire que chaque assemblée dans chacune des villes, chaque soviet, va élire un nombre de représentants, d'accord. C'est aussi, ils vont se réunir, c'est le conseil des soviets, et ça c'est comme une sorte de gouvernement parallèle au gouvernement provisoire. D'accord. Donc ce sont un peu les conditions qu'il y a. Et puis après, vous devez vous rappeler que Lénine, il est arrivé depuis la Suisse en avril 1917. Il rédige à ce moment-là, ça c'est important pour les commentaires que vous avez à faire, les tests d'avril. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit dans ces documents? Surtout ça. Tous les deux pouvoirs aux soviets, la paix immédiate et la terre aux paysans. Donc, les bolcheviks, les plus révolutionnaires des russes, ce qu'ils veulent, voilà, ils sont un slogan, c'est très connu, c'est la paix, les pains, la terre. Voilà, qui permettent à beaucoup de paysans, des soldats russes de se dire ah ben, je suis bien d'accord avec ça. Et donc ils veulent adhérer, ils vont des fois adhérer les idées du parti bolchevique, surtout dans les assemblées, dans les soviets, ils vont se montrer des fois en accord avec les bolcheviques. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce gouvernement assez faible, celui de Kerensky, qui va succéder au pouvoir au prince Louave. Il essaye de maintenir l'effort de guerre à l'aide française et britannique, surtout française, mais les paysans, les soldats français, pardon, russes, ne sont vraiment pas d'accord avec cela. Étant donné ce presque échec, dans l'été 1917, il va se produire un essai de coup d'État de la part du général blanc Kornilov, un général qui était tsariste, un général qui voulait un retour en arrière, qui voulait rétablir au pouvoir les tsars, d'accord, qui avaient dû abdiquer du pouvoir. Et donc, ces coups d'État, pour lutter contre ces coups d'État, Kerensky va devoir faire appel à tout le monde, y compris les soviets, cette assemblée, y compris dans les soviets, les plus décidés d'entre eux, les bolcheviks. Et donc, à partir de l'été 1917, les paysans, les travailleurs industriels, les prolétaires russes, ils se rendent compte de la capacité d'organisation des bolcheviks et donc ils gagnent beaucoup de points pour éventuellement succéder au pouvoir au gouvernement provisoire. Donc vous voyez, ça c'est le général Kornilov, d'accord? Et ça ce sont les généraux qui lui suivent, d'accord? Qui sont d'accord avec lui. Qu'est-ce qui se passe donc? La seconde révolution, d'accord? Lénine, qui était poursuivi par les gouvernements toujours à l'époque, ne cesse pas à tout moment d'appeler à la révolution, à la prise directe du pouvoir. C'est à ce moment-là que s'est produit la très connue, fameuse prise du palais d'hiver. Les 24-25 octobre 1917, pour nous, dans les calendriers occidentaux, 6-7 octobre, il va se produire les coups de la part des bolcheviks qui vont prendre le point stratégique de la capitale Petrograd, ancien Saint-Pétersbourg, d'accord, qui vont s'emparer du palais d'hiver, qui était vraiment à l'époque vide, avec quelques ministres enfermés là-dedans qui vont être emprisonnés. Et donc, ils s'emparent vraiment de pouvoir. À propos, la ville de Saint-Pétersbourg va changer leur nom parce que pendant la guerre mondiale, les noms de Saint-Pétersbourg avaient des résonances, des consonances trop germaniques, et donc ils vont changer les noms de la ville pour un nom plus russe, Petrograd. D'accord. Après la Révolution, cette ville s'appellera Leningrad, en honneur de Lénine, le leader de la Révolution. Et donc, les bolcheviks sont au pouvoir, mais ils doivent faire face à certains problèmes. Les conseils et les commissaires du peuple, une sorte des gouvernements, des conseils des ministres, qu'il appelle comme ça pour montrer que c'est vraiment un conseil qui n'est pas comme les anciens ministres de bourgeois, mais qui sont vraiment des représentants du peuple. Il va s'appeler donc comme ça, va essayer de mettre en place des réformes
Donc, les partages des terres, la division des terres, il va voir certains qui sont déjà connus de tout le monde. Trotsky dirige les affaires étrangères, intellectuel Trotsky, et Staline, il va être le responsable des nationalités. En plus, il était géorgien, donc voilà, c'est bien fait pour lui. Mais une fois qu'il s'empare du pouvoir à Moscou et à Petrograd, ce n'est pas suffisant parce qu'une armée blanche, c'est-à-dire les partisans du tsar, vont résister. C'est l'époque de la guerre civile, hein. Mais pour gagner la confiance des paysans, il va mettre en place quelques mesures. Le décret sur la paix, la Russie sort de la guerre. C'est la paix de Brest-Litov on a vu tout à l'heure. Il y a un décret sur la terre pour remettre aux soviets et paysans les terres confisquées aux grands propriétaires, ce qui plaît vraiment aux paysans pauvres qui étaient la majorité du pays. Et puis après, les décrets sur la nationalité, sur les nationalités qui reconnaît l'égalité de tous les peuples de la Russie. Il faut penser qu'à l'époque, dans l'Empire russe, seulement la moitié de la population était vraiment russe. Puis après, il y avait des Turkmènes, des Polonais, des Biélorusses, des Pays-Baltes, etc., etc. L'armistice est signé, c'est l'accord de Brest-Litovsk, signé en mars 1918. Et donc voilà, les nouveaux régimes, il va devoir faire face à ces guerres civiles pour lutter contre ceux qui sont contre la révolution, c'est-à-dire l'armée blanche, les partisans d'une monarchie absolue, les partisans de la monarchie du tsar, les communistes, ils organisent une armée. C'est l'armée rouge, l'armée rouge dirigée par Léon Trotsky. Et puis après, il va y avoir une sorte de réforme. Ils vont convoquer des élections qui vont être importées par les CCRistes, qui étaient aussi des socialistes, bon, socialistes révolutionnaires, beaucoup moins socialistes. Et que voilà. Et dans les grandes villes, il va avoir la victoire des bolcheviks. Mais voilà, ils se disent, ces manières de représenter les pays à l'ancienne ne suffit pas pour l'unicité d'un État prolétaire, etc. Ils vont mettre en place euh, la politique dicte tout le pouvoir aux soviets, c'est-à-dire que ce sont vraiment les soviets, cette assemblée des travailleurs, paysans et prolétaires et soldats qui vont avoir vraiment le pouvoir. Voilà, ce sont des années très difficiles, d'accord? Ce sont les années 20, après la guerre civile. L'URSS, le pays va changer leur nom. L'Empire russe sera donc à partir de ce moment-là l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Et ce pays-là va être envahi en même temps par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon. Mais les puissances qui ont participé à la guerre mondiale ne sont pas prêtes pour recommencer encore une fois une guerre contre un ennemi, le communisme, qui peut-être ne le mérite pas pour eux. D'accord? Et donc, eux, ils le méritent, mais ils ne sont pas prêts à continuer la guerre. C'est pour cela que la Russie va essayer d'être isolée par le reste des puissances internationales. Donc voilà, c'est l'époque dite de communisme des guerres. Des nationalisations des compagnies vont avoir lieu, c'est-à-dire que la plupart de l'industrie va être nationalisée par l'État. Les compagnies privées vont appartenir donc à l'État ou vont être des coopératives de travailleurs, d'accord? Il va s'organiser une dictature contre la bourgeoisie pour poursuivre les bourgeois qui restaient encore en Russie. Des fois, les cadres quoiqu'il était des bourgeois, mais qu'il était nécessaire, vont être réemployés dans les usines qui avant ils dirigeaient. Et donc, c'est l'époque dite du communisme des guerres, c'est-à-dire un communisme spécial fait exprès pour gagner la guerre civile que finalement les bolcheviks vont terminer par gagner. D'accord? Finalement, Lénine, il va tomber malade, il va se produire la succession au pouvoir de Lénine, d'accord, qui, voilà, il va y avoir une lutte entre Trotsky et Staline. Vous savez que c'est Staline qui va vraiment gagner dans cette circonstance. Il va se produire à partir de 1921 la dite NEP, la nouvelle politique économique, d'accord, c'est une sorte de capitalisme d'État, c'est-à-dire que l'État dirige les capitales, les capitalismes, pour vraiment attendre que dans le reste des pays occidentaux, il se produise la révolution socialiste. Et donc, finalement, à partir des années 20, c'est Staline qui va s'emparer du pouvoir, et vous voyez un peu
l'effet de la propagande. Lui, c'est Staline, montré comme le petit père des peuples. Lénine va devenir une figure emblématique de la révolution. Puis après, un dictateur qui montre les processus d'industrialisation qui va avoir lieu. Et dans cette image-là, vous voyez ici, comment en 1937, dans les positions universelles de Paris, s'affrontent d'un côté l'URSS, un nouveau pays révolutionnaire, l'Allemagne nazie, l'URSS c'est ça, avec une femme et un homme travailleur, un marteau, un fusil qui représente les travailleurs industriels et les paysans. Donc voilà les sources pour cette présentation, c'est toujours Hérodote.net, un site français d'histoire. Vous voyez, si vous voyez cette histoire de l'URSS, du professeur espagnol Carlos Taibon. Comme lecture, je vous propose ce fois-ci John Lett, 10 jours qui prend le monde. C'est un journaliste américain qui a vécu les événements de la Révolution en première personne en ces moments-là, parce que la Révolution russe va vraiment faire peur aux bourgeois de tout le monde. Et puis après, un autre auteur, un auteur français, un Français qui a aussi vécu en URSS durant la Révolution elle-même, les années 20, et qui à son retour, il va écrire certains livres sur la Révolution, et qui, voilà, lui était historien, il va écrire une chronique de la Révolution lui-même, et en écrivant depuis la Russie, sans accéder beaucoup de fois à beaucoup de documents, mais il va écrire, c'est l'un de la Révolution russe, qui est pour moi les meilleurs textes sur les premiers moments de la Révolution russe. D'accord? C'est une source donc presque primaire. Voilà, c'est tout.